Tout d'abord sur l'Arctique, à mon avis, les idées fausses, elles sont nombreuses, sont d'abord portées par une réalité qui est le changement radical, brutal de l'environnement naturel arctique. C'est que c'est une ère qui se réchauffe plus rapidement que la moyenne du monde depuis le milieu des années 60 à peu près, et dont le niveau de réchauffement est supérieur à la moyenne mondiale depuis le début des années 2000. Donc c'est vraiment une ère qui change rapidement, et les effets sont d'autant plus visibles qu'ils ont un impact sur la banquise. Et c'est vrai qu'il y a une perte de surface de banquise très significative, en épaisseur également, qui font qu'on pourrait craindre une disparition saisonnière de la banquise en été pour les prochaines décennies. Donc il n'y a pas de date précise pour ce phénomène. D'ailleurs, l'hiver 2016-2017 a été particulièrement chaud. Dans certaines parties, il a été 15 à 20 degrés plus chaud que la moyenne enregistrée ces 50 dernières années. Et du coup, c'est l'année où la banquise s'est le moins reformée depuis l'histoire de satellites, depuis 1979, et qu'on fait des mesures de banquise à peu près précises. Donc c'est pour ça que ces changements, en fait, ont donné le sentiment qu'on pouvait exploiter peut-être dans le futur davantage les ressources arctiques, qu'il s'agisse d'hydrocarbures, de terres rares. On parle également des routes maritimes. Donc il est vrai qu'il y a des changements significatifs dans ces sujets-là, puisqu'on partait quasiment de zéro. Certes, il y a une vieille exploitation de pétrole et de gaz, mais plutôt aux confins de l'Arctique et des zones terrestres. Et en fait, tout avait été poussé par une étude 2008 du Bureau d'études géologiques américain, l'USGS, qui estimait environ qu'un quart à un tiers des ressources en hydrocarbures étaient abritées dans l'Arctique. Donc là, il y a eu un engouement assez considérable sur ces questions-là, pour finalement se rendre compte que les forages exploratoires ont été pour la plupart très peu probants, et que même avec le changement climatique, l'Arctique reste une zone extrême, aux conditions d'exploitation très compliquées, sans compter aussi les restrictions de type effectivement sociétal, les pollutions majeures dans cette zone, ce qui font que certains grands groupes, comme Total, ont renoncé à l'exploitation du pétrole dans cette zone. Donc il y a ce sentiment qu'il y a un Eldorado qui n'est pas fondé sans doute, même si on ne peut pas contester les transformations de ces espaces, l'activité s'y développe, le trafic maritime s'y développe, mais il reste encore inférieur à celui qu'il était sous la guerre froide. Voilà. Une autre idée fausse peut-être, c'est que c'est une ère extrêmement militarisée. En fait, c'est une ère d'abord qui est militarisée par défaut. Face à ces conditions extrêmes, les militaires ont été souvent les seuls à avoir les moyens de projeter des forces pour des questions logistiques, de secours, etc. Donc ils étaient présents. Sans compter qu'à l'époque de la guerre froide, c'était une zone stratégique. C'est toujours d'ailleurs une zone où se promènent des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est aussi une zone de détection de lancement de missiles. Donc aujourd'hui, il y a un regain, c'est vrai, d'intérêt capacitaire et stratégique, puisqu'il y a une montée en puissance des marines asiatiques, et sans compter également le regain de tension avec la Russie, qui font que la lutte anti-sous-marine regagne en intérêt également. Parmi les idées fausses également, il y a le sentiment qu'on pourrait essayer de trouver un statut de protection de l'Arctique, un petit peu analogue au traité de l'Antarctique, qui est un traité assez fabuleux, négocié en pleine guerre froide, et qui en a fait un espace de paix et de science. Alors, c'est vraiment un petit peu méconnaître la géographie des deux lieux, puisque d'un côté, vous avez le pôle sud, un continent non approprié, entouré de tous les océans du monde, donc il n'y a pas de zones, qui sont sous appropriation non contestée, hein, il y a des revendications gelées, tandis que le pôle Nord est un océan bordé de terres appropriées et sur lequel s'exercent des droits souverains, y compris sur les zones maritimes. Donc bien sûr, il y a des revendications, mais il n'y a pas de différends territoriaux aujourd'hui non réglés entre les pays occidentaux et la Russie. Il y en a encore, par exemple, entre le Danemark vis-à-vis du Groenland et le Canada, des choses comme ça, mais il n'y a pas de graves différends territoriaux. Et d'ailleurs, les ressources en hydrocarbures, si jamais elles s'étaient avérées, seraient plutôt dans les zones économiques exclusives qui ne font pas l'objet ici de revendications. Il y a bien des tensions vis-à-vis ce qu'on appelle l'extension du plateau continental, qui étend des droits souverains sur en fait les fonds marins, mais pas sur la colonne d'eau. Et là, il y a un chevauchement des revendications effectivement au-delà du pôle Nord, côté russe, côté groenlandais également. Voilà un petit peu, je pense, pour les principales idées fausses.
Alors j'évoquais à propos des idées fausses les changements brutaux de l'environnement naturel arctique. Et du coup aujourd'hui, une question très importante qui se pose, c'est comment on définit l'espace arctique. Et de cette définition va découler les acteurs légitimes finalement qui vont être amenés dans le futur aujourd'hui à réfléchir à la régulation de cet espace. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de définition claire. C'est-à-dire que est-ce qu'il s'agit juste des riverains de l'océan Arctique qui limitent donc le groupe d'États légitimes, donc le premier cercle aux États-Unis, au Canada, donc au Groenland et au Danemark, la Norvège, et puis la Russie, donc on appelle ça l'Arctic 5. Est-ce qu'il s'agit d'une version un petit peu élargie, incluant des aires en fait culturelles aussi arctiques, comme la Suède, comme la Finlande ou encore l'Islande. Donc là on parle de l'Arctic 8. Et puis aussi se pose la question, est-ce qu'il y a un intérêt arctique qui dépasse le simple intérêt national des États que je viens de mentionner. Effectivement, d'ailleurs, c'est le point de la France qui a publié en 2016 une feuille de route nationale pour l'Arctique, qui est une vision un petit peu intégrée, coordonnée de différents services de notre intérêt français. Et le message français est plutôt de dire, la France n'est pas un État arctique, mais il y a bien un intérêt scientifique global qui dépasse l'Arctique. Et d'ailleurs, c'est l'objet des dernières recherches scientifiques, non seulement le changement climatique impacte le climat arctique, mais les changements en Arctique impactent également par réaction les climats, d'ailleurs même des deux hémisphères. Donc il y a vraiment une question sur est-ce qu'on n'assiste pas à une forme d'appropriation dans différents domaines de l'Arctique. Il y a un risque, à mon sens, d'une appropriation politique. On voit la préséance qu'a acquise le Conseil de l'Arctique, qui est un forum informel en théorie, qui est conçu pour plutôt travailler sur de la soft law et le bon vouloir de ses membres, donc l'Arctic 8 que j'évoquais tout à l'heure. Après une période, une tentation un petit peu d'effet de club, ils ont ouvert le Conseil arctique, mais dans un statut extrêmement réduit, qui est le statut d'observateur, qui est une sorte de strapontin diplomatique. On n'a pas le droit à la parole, on a le droit à des questions écrites dans certaines enceintes, mais pas toutes. Et au final, grâce à cela, aujourd'hui, près de 50% de la population mondiale, depuis l'adhésion de l'Inde et de la Chine par exemple, est représentée, même mal, au sein du Conseil arctique. Donc voilà comment se construit une gouvernance politique, une instance où on n'a pas vraiment un droit de parole, pourtant il faut être, et qui en fait, c'est un des problèmes aussi, qui rejoint l'appropriation juridique, qui est le deuxième risque, c'est la manière dont se produisent les normes en article. Finalement, il y a très peu d'acteurs qui peuvent produire de la hard law, du droit contraignant, et au contraire, la plupart produisent ce qu'on appelle du soft law. Mais en fait, à défaut de règles qui existent en Arctique, ce soft law devient un modèle de référence. Par exemple, en juillet 2015, l'Arctic 5 a défini des règles pour la régulation de la pêche dans l'Arctique central, dans la portion centrale de l'océan Arctique. Donc évidemment, ils n'ont pas le droit de l'imposer aux autres, mais du coup, par cette pratique, ils vont restreindre également la liberté d'action, évidemment, d'autres États. Et tout ça sans consulter d'autres puissances que les États dits arctiques. Une des questions qui fâche dans cette appropriation juridique à surveiller, à mon avis, c'est la question du statut des passages maritimes, puisque le Canada et la Russie revendiquent plutôt un statut soit archipélagique ou d'eau intérieure, donc qui exige un accord préalable pour la circulation des bateaux dans le futur, tandis que les États-Unis en tête, même si c'est un État arctique, et c'est la position française, chinoise également, estiment qu'il s'agit plutôt soit d'eau intérieure, soit de détroit, et donc que le libre passage est garanti par la Convention de Montego Bay. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas une question qui est au cœur des affrontements, parce que les enjeux de trafic maritime ne sont pas là, mais ça rejoint un troisième risque, qui est celui d'une appropriation économique. Par exemple, les Russes aujourd'hui conditionnent le passage le passage du Nord-Est, le passage maritime, à l'acquittement d'un droit, en fait, qui est un droit d'accompagnement par un brise-glace, qui n'est pas forcément nécessaire à toutes les périodes, mais du coup, effectivement, qui ressemble à un payage, comme on peut voir à Suez ou à Panama. Et d'ailleurs, le coût moyen du passage aujourd'hui par la Russie est plus cher, plus élevé que les droits à Suez et pour le canal de Panama. Donc du coup, je crois que la préoccupation de beaucoup d'États, c'est d'éviter cette appropriation de l'Arctique, d'éviter que ce soit un bien de club, d'insister sur sa dimension globale. Et voilà un petit peu, je pense, le message important dans les différents secteurs. Alors,
En matière d'action, je pense que beaucoup d'acteurs convergent sur le fait que l'Arctique aujourd'hui est un enjeu de connaissance. C'est un enjeu de connaissance scientifique. Donc on constate effectivement ces transformations, on les connaît encore mal. Et quand je parle de connaissance scientifique, c'est bien sûr la climatologie, mais ça va être également par exemple, les sciences sociales aujourd'hui, les populations qui habitent cette zone. Qu'est-ce que l'autochtonie, par exemple, qui sont des questions importantes, même pour la gouvernance politique de cette terre. C'est une question d'autant plus importante que être présent dans les arènes arctiques aujourd'hui passe essentiellement par des canaux diplomatiques, sauf que la diplomatie en Arctique passe par la science et la recherche scientifique. Finalement, le principal passeport français légitime, c'est la reconnaissance de la qualité de sa recherche. Et donc c'est vrai que quelque chose d'important à entreprendre, qui avait été lancé au début des années 2010 par le CNRS, qui s'appelait le chantier arctique, qui est un petit peu un échec, c'est de coordonner les moyens français de la recherche. On voit qu'ils sont extrêmement éclatés. Alors c'est vrai que sciences sociales et sciences dures n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais on voit que l'Allemagne a fait ce travail d'unification un petit peu de sa recherche, et apparemment, d'après les chercheurs français, obtient de meilleurs résultats, d'une économie de moyens, etc. Alors, renforcer la connaissance de l'Arctique, c'est aussi renforcer les moyens de le pratiquer. Et pour le pratiquer, c'est-à-dire finalement exercer la liberté de navigation, par exemple. Donc pour faire cela, ça nécessite également d'avoir des moyens de meilleure qualité pour naviguer en sécurité, pour communiquer. Dans les très hautes latitudes, les systèmes traditionnels par satellite ou même de vision sont muets ou défaillants, y compris les satellites extrêmes comme les réseaux satellites comme Inmarsat. Donc ce qui fait qu'il faut réfléchir, sans doute de manière mutualisée, pourquoi pas à l'échelle de l'Union européenne, à des systèmes d'observation, de communication autonomes, pour également s'affranchir d'une dépendance sur ces questions-là essentielles, par exemple de la Russie qui communique peu ces données océanographiques, la bathymétrie par exemple, aux autres délégations. Donc connaître l'Arctique, simplement, ne serait-ce que les cartes maritimes. Il y a vraiment des lacunes colossales, notamment dans l'archipel arctique canadien, et par exemple les fonds également côté russe, qui sont davantage cartographiés, bougent. Ce sont des fonds gelés qui peuvent bouger. Donc la profondeur est critique pour le trafic maritime qui ne peut que se développer, même dans les proportions contenues. Voilà. Et donc en fait aussi, les connaissances sont nécessaires à mon avis pour réactualiser la prospective de l'Arctique. Les choses vont très très vite en Arctique. Il y a encore quelques années, donc on disait effectivement qu'il y a eu un engouement en se disant qu'il y aura beaucoup de trafic maritime, puis ensuite on a compris que ce serait compliqué. Et là on voit que les Russes commencent à développer, notamment pour sortir le gaz de l'énorme champ de Yamal. Pendant l'été, ils vont passer par la route Est vers le Japon et la Chine, et pendant l'hiver, ils vont continuer de passer par l'Europe comme aujourd'hui. Donc au final, même s'il ne s'agit pas d'un trafic maritime intercontinental, ces routes vont être davantage pratiquées. Donc du coup, il faut réfléchir à cette question. De la même manière, à mon avis, l'exploitation de gaz et de pétrole a été complètement bouleversée par le gaz de schiste, qui a modifié les équilibres des contrats. Sans doute que cet effet va se tasser, il faut voir. Est-ce que les champs redeviendront un peu plus attractifs si jamais les forages s'avèrent plus productifs qu'on ne le pense? Voilà. En tout cas, ça veut dire qu'il faut un suivi peut-être beaucoup plus actualisé de l'Arctique pour anticiper des changements des usages de l'Arctique, économiques, politiques, etc. De manière générale, je pense qu'une manière de mieux penser l'Arctique et d'essayer de le décloisonner. Là qu'on parle de l'Arctique comme si c'était un espace coupé de ses relations avec les espaces plus septentrionaux, plus méridionaux, pardon. Donc du coup, effectivement, il faut reconnecter l'Arctique au flux qui le connecte au reste du monde. Et notamment, je pense que c'est très important pour l'Union européenne, qui a du mal à s'asseoir comme un acteur légitime en Arctique, alors qu'elle a, à mon avis, de très bons arguments en travaillant sur l'articulation nord-arctique, à travers sa politique nordique, la politique septentrionale de l'Union européenne, qui donnerait, je pense, une assise à la politique intégrée de l'Union européenne pour l'Arctique, qui est en train de se dessiner à travers différents documents parus en 2016 et 2017. Donc pour terminer, peut-être à l'échelle française, il faut renforcer cette communauté arctique entre scientifiques et acteurs institutionnels publics, mais également avec le secteur privé. Nous avons sans doute une grosse quarantaine d'entreprises aujourd'hui de taille significative, qui posent des câbles sous-marins, qui font de l'exploitation pétrolière, qui font du tourisme, etc. Et donc je pense qu'il faut sans doute une vision plus cohérente pour garantir aussi le libre accès à cet espace dans le futur.